Salut la compagnie! Aujourd'hui, j'ai aucune idée de comment introduire cette vidéo, donc je vais commencer comme ça. Le 2 avril prochain aura lieu la journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Comme tous les ans, de nombreux professionnels de la communication vont parler de nous, et comme souvent, ils risquent d'être très maladroits dans le vocabulaire qu'ils utilisent. Donc je fais cette petite vidéo en espérant peut-être aider certaines personnes à s'améliorer. Je m'appelle Savannah et je suis autiste. Les mots utilisés pour désigner certains groupes sociaux ont un impact direct sur leur vie. On peut donner l'exemple des personnes non hétéros. Avant, en France, on employait le terme homophilie pour parler des gays et des lesbiennes. C'était considéré comme un trouble psychiatrique et catégorisé en déviance sexuelle, au même titre que la pédophilie ou la zoophilie, et ce jusqu'en 1992 en France. Les personnes LGBT étaient considérées comme malades et donc potentiellement guérissables. Depuis, heureusement, les choses ont évolué avec la dépsychiatrisation des personnes LGBT et dans le même temps la criminalisation des propos et des actes LGBTophobes. Malgré tout, il existe des groupes sociaux qui condamnent moralement les personnes non hétéros. Et il existe, dans d'autres pays que la France, des entreprises ou des associations qui proposent des thérapies de conversion ou des traitements homéopathiques pour guérir l'homosexualité. Putain, c'est dur à dire, hein. On voit avec cet exemple comment la vie des individus peut être bousculée par la catégorisation d'une condition en maladie. Parce qu'à partir du moment où on a décidé que l'orientation sexuelle et romantique non hétéro ne relevait pas d'un trouble ni d'une déviance sexuelle, on a dû abandonner le terme d'homophilie, qui était bien trop connoté négativement. Donc les mots utilisés pour désigner les autistes ont également un impact important sur leur vie, sur nos vies. Dans cette vidéo, on va voir quels mots il convient d'utiliser pour la grande majorité des autistes et pourquoi. Vous pouvez utiliser ces propositions pour désigner l'ensemble des personnes autistes ou un groupe d'autistes. Par contre, lorsque vous parlez d'une personne en particulier, demandez-lui toujours comment celle-ci souhaite être identifiée. Petit disclaimer, quand je parle de la majorité des autistes, ou de façon générale pour la plupart des autistes, je ne me place pas du tout en porte-parole des autistes du monde. Je fais référence en fait à des études scientifiques, à des enquêtes statistiques, à des sondages, à des textes revendicatifs produits par des associations d'autistes. La majorité de ces références provient essentiellement de 3 pays, c'est-à-dire le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Ces pays sont souvent considérés comme en avance par rapport à la France dans la prise en compte de l'autisme à tous les niveaux de la société, que ce soit les diagnostics, l'accompagnement, l'inclusion, la recherche scientifique, etc. Je n'ai pas trouvé de données précises concernant les autistes de France. Comme d'habitude, si jamais vous avez des sources à ce sujet, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Il faut que je vous dise, de façon générale, la communauté autiste rejette la psychiatrisation de l'autisme et préfère qu'on parle tout simplement d'autisme ou de spectre autistique. L'autisme n'est pas une maladie. Nous n'avons pas besoin d'être soignés, traités, guéris, ni même rééduqués pour cela. Il convient donc d'éviter les expressions telles que personne souffrant d'autisme ou personne atteinte d'autisme. Le fait de catégoriser les personnes comme s'éloignant de la norme atteinte d'un trouble relève d'une pensée qualifiée de neuronormative par le mouvement pour la neurodiversité. Je reviendrai plus tard sur le concept de neuronormativité. Il faut que vous sachiez aussi, et d'ailleurs quoi qu'en disent les professionnels qui nous accompagnent ou qui nous entourent, l'autisme n'est pas un accessoire. La majorité des autistes rejettent donc l'expression porteur d'autisme ou porteur de TSA ou personne avec autisme ou personne avec TSA, etc. L'autisme étant une condition neurodéveloppementale, nous naissons autistes et nous mourrons autistes. Cela fait partie de notre personne à chaque instant. Pour la majorité d'entre nous, cela fait même partie intégrante de notre identité, au même titre que notre genre ou notre nationalité par exemple. Je suis une femme, je suis française, je suis autiste. On pourrait dire que je suis une personne avec un genre féminin, c'est correct grammaticalement, mais ça met à distance la féminité qui fait partie de mon identité. Eh bien, c'est pareil pour l'autisme. L'autisme est considéré généralement comme un spectre. De façon générale, la majorité des autistes rejettent les étiquettes telles que autisme de bas, de haut niveau, autisme léger, modéré, sévère, qui témoignent en fait d'une vision linéaire de l'autisme. Cette condition neurodéveloppementale serait plutôt comme un nuancier aux couleurs de l'arc-en-ciel. Une personne avec un diagnostic d'autisme, qualifié de léger,
c'est mon cas, peut présenter de très graves troubles sensoriels que n'aura pas forcément un autiste dit sévère. C'est aussi mon cas. Les niveaux de sévérité présentés dans le DSM ne visent pas tant à qualifier la gravité des caractéristiques de l'autisme, mais plutôt à évaluer les besoins d'accompagnement et de soutien de la personne dans son quotidien. Par ailleurs, la notion de spectre ne fait pas pour autant l'unanimité et est soumise à quelques critiques. Je vous invite à aller lire l'excellent article de Mathieu Giroux sur le sujet. Il est canadien et il m'a aidé en apportant quelques corrections et commentaires critiques au script de cette vidéo et je l'en remercie infiniment. Aussi, le terme syndrome d'Asperger est généralement considéré comme inapproprié. D'une part, il est désuet au regard du DSM-5 puisqu'il est inclus à présent dans le spectre autistique et ce depuis 2013. D'autre part, le terme syndrome est un terme médical pathologisant. Cela dit, certains d'entre eux se sont appropriés le terme et le considèrent comme faisant partie de leur identité. Il est important de ne pas stigmatiser ces personnes, même si leur conception de l'autisme n'est pas majoritaire. Dans tous les cas, il est important de ne pas stigmatiser la manière dont les autistes parlent de leurs conditions. Vous l'aurez compris, lors d'interactions personnelles, le langage utilisé devrait toujours respecter les préférences individuelles de la personne autiste. Si vous avez des autistes dans votre entourage proche ou moins proche, si vous côtoyez des autistes dans votre milieu professionnel, familial, scolaire, n'importe où en fait, demandez directement à la personne comment elle souhaite que vous parliez de son autisme. Une simple question peut suffire. Comment tu préfères que l'on te désigne ? Tu préfères qu'on dise que tu as un TSA ou plutôt que tu es autiste ou peut-être autre chose ? Faites le test autour de vous et vous verrez. Aucun autiste ne vous dira « je préfère qu'on dise que je souffre d'un TSA ». Enfin, en tout cas, moi, je parie que ça n'arrivera pas. Tout ce que je viens de vous dire donc, nous amène à un point vraiment essentiel. Ne faites ni ne dites rien sur nous sans nous. Si vous êtes un professionnel de la communication et que vous vous exprimez sur le sujet de l'autisme, demandez toujours aux personnes concernées dont vous parlez comment elles souhaitent que le sujet soit abordé. Et le plus important, respectez ce choix. Si j'insiste autant, c'est que par expérience, même quand on exprime clairement notre volonté à ce sujet, elle n'est pas toujours respectée. Donc j'ai moi-même été interviewée par le journal La Montagne l'année dernière avec le président du GEM Autisme de la Creuse. Et il se trouve que malgré nos avertissements auprès du journaliste, quand l'article est paru, eh bien, il était fait mention de personnes atteintes d'un TSA. Donc, je vous laisse imaginer notre déception. Si vous parlez d'autisme en général, je vous invite à vous référer au tableau que vous voyez ici. Et je vous mets un lien vers ce tableau en description pour que ce soit plus facile pour vous de le retrouver. La neuronormativité. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'ensemble des conceptions, suppositions, normes, pratiques, neurotypiques, considérées comme étant les seuls acceptables et supérieurs. La pensée neuronormative, du même coup, stigmatise les attitudes, comportements, actions des personnes avec un mode de fonctionnement neurologique, neuro-atypique, et considère même ces personnes comme déviantes ou inférieures. Une manière typiquement neuronormative de penser les manifestations autistiques, c'est par exemple d'assimiler le flapping, et plus généralement le stimming, à une forme de folie ou de débilité. Par exemple, j'ai déjà entendu des phrases du type « Arrête, t'as l'air d'une gogole quand tu fais ça. Mais t'es atteinte, ma pauvre. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Ça va pas dire des trucs pareils ?» Trop bien. Les personnes neurotypiques, donc, sont celles qui ont un fonctionnement neurologique qui se situe dans cette norme, en opposition donc aux neuroatypiques. Cela dit, tous les neurotypiques étant différents, ils n'adhèrent pas tous, heureusement, à la pensée neuronormative. Ce concept de neuronormativité, donc, il a été développé par les militants du mouvement pour la neurodiversité en se calquant notamment sur l'hétéronormativité du mouvement LGBTQIA+. Juste un petit point de précision de vocabulaire. Les neuroatypies incluent les autistes. Donc tous les autistes sont neuroatypiques, mais l'inverse n'est pas vrai. Tous les neuroatypiques ne sont pas forcément autistes. Il y a un mot pour qualifier spécifiquement les personnes non autistes. On les appelle les alystes. Donc si vous m'avez bien suivi, un aliste peut être neuroatypique. C'est le cas, par exemple, d'une personne dyslexique, c'est considéré comme un trouble neurodéveloppemental, comme l'autisme, ou d'une personne bipolaire, considérée comme un trouble de l'humeur. Et il existe même des personnes qui ont plusieurs neuroatypies à la fois. Donc moi, c'est mon cas, par exemple, je suis autiste et TDAH. À tous les communicants qui sont en quête de sensationnalisme, vous avez peut-être en tête cette image de l'autiste qui ne parle pas, qui n'est pas autonome, dans la plupart des aspects de sa vie quotidienne, qui vit peut-être en institution,
Comprenez bien ceci. Quand les autistes ne sont pas autonomes, ce n'est généralement pas uniquement à cause de l'autisme, mais aussi des autres troubles, handicaps, maladies éventuelles qui y sont associés. Associés de façon innée ou à cause de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Environnement social, environnement sensoriel, etc. Les psychiatres appellent cela des comorbidités. Le terme de co-occurrence est moins pathologisant. Du fait, ce serait pas honnête de présenter ces personnes autistes comme seulement autistes, ou comme étant les seules vraies personnes autistes. Il est courant, en fait, de faire des distinctions entre les autistes, que ce soit dans la recherche scientifique, donc les scientifiques adorent créer toutes sortes de typologies, ou dans la clinique, pour mieux adapter, par exemple, les accompagnements proposés aux besoins de la personne. La diversité des autistes étant aussi large que la diversité humaine, ça peut être pratique, dans certains cas, donc de faire ce type de distinction, pourvu qu'on ne hiérarchise pas les différences. Par contre, au niveau médiatique, je vois pas trop l'intérêt. Souvent, on distingue les autistes avec un handicap intellectuel, qu'on appelle vulgairement autistes avec déficience intellectuelle, de ceux qui n'en ont pas, donc les autistes sans DI. Je préfère vous préciser au cas où que les autistes n'ont pas le monopole de la déficience intellectuelle, c'est-à-dire que les alistes aussi peuvent présenter ce type de handicap. Il est donc plus que problématique que les médias fassent des articles ou des reportages ne présentant que des autistes avec un handicap intellectuel. Ou même à l'inverse, si vous avez en tête l'image de la personne avec le syndrome d'Asperger, surdouée, qui est capable de compter les allumettes d'une boîte, je sais pas comment d'ailleurs, eh bien c'est tout aussi délétère pour l'image des autistes. Les autistes sont très nombreux à souffrir de ces idées reçues, souvent complètement fausses, qui mettent en avant finalement deux types d'autisme, le débile d'un côté et le génie de l'autre. Il est de la responsabilité des médias de diffuser une image de l'autisme qui corresponde à la réalité de ceux qui la vivent. Il est nécessaire de mettre l'accent sur la diversité des autistes et aussi sur la façon tout aussi diverse dont nos particularités sont caractérisées. Si ce n'est pas possible, il est important au moins de l'évoquer, mais il n'est pas acceptable de l'éluder. Le mouvement pour la neurodiversité nous enjoint au raisonnement suivant. L'autisme est une base de fonctionnement neurologique différente de la norme. Tous les problèmes de santé qui touchent les alistes peuvent aussi toucher les autistes. Mais la façon dont l'autisme interagit avec ses soucis de santé peut rendre l'autisme plus visible ou détériorer considérablement la qualité de vie et la capacité d'autonomie des autistes. Ce n'est pas l'autisme qui représente un problème de santé en soi. Donc sortir d'une vision pathologisante de l'autisme est vraiment nécessaire pour améliorer l'inclusion des autistes dans la société. Si vous voulez en savoir plus à propos du mouvement pour la neurodiversité, je vous invite à aller visiter la chaîne YouTube de Angie Bresca, qui est vraiment très bien faite sur le sujet. J'ai tenté d'esquiver plus ou moins habilement le débat sur le statut de l'autisme, comme trouble, comme handicap ou comme simple différence. Pour celles et ceux que ça intéresse, le débat reste ouvert sur ces questions. On retrouve principalement deux théories, les tenants du modèle médical et caritatif d'un côté et le modèle social du handicap de l'autre. Je vous mets des ressources en description pour que vous puissiez approfondir le sujet si ça vous intéresse. Le diagnostic se base principalement sur des critères comportementaux et de déficit qui sont en fait la base de la recherche sur l'autisme et des interventions faites par les professionnels de l'autisme. Comprenez, l'autisme est un trouble qui pose des problèmes à l'entourage et à la personne concernée. Il faut donc trouver des moyens de résoudre ce problème, soit en trouvant des moyens de guérir son autisme, soit en développant des techniques qui permettent de corriger les comportements problèmes. Or, cette vision considère que les difficultés sont uniquement dues à la personne autiste, sans prendre en compte les interactions interpersonnelles, les facteurs sociaux et l'environnement sensoriel, qui peuvent également contribuer à ces difficultés. Une étude dont parle Julie Daché dans sa formation en ligne, je vous mettrai le lien en description, mais je vous préviens, c'est payant, tend à démontrer que les problèmes de communication ne proviendraient pas nécessairement d'un déficit qui serait propre aux autistes. Cette étude a donné lieu à de nombreux débats et hypothèses. Les problèmes de communication des autistes seraient plutôt le fruit d'un décalage entre autistes et non-autistes, et non une difficulté propre à la personne. Les autistes, évoluant dans un milieu très majoritairement aliste, auraient développé des compétences qui leur permettraient de comprendre ces derniers. Alors que les alistes, eux, ont rarement eu l'occasion de développer ces compétences de compréhension des autistes, tout simplement parce qu'ils sont rarement en contact avec eux. Il n'est pas non plus attendu d'eux qu'ils s'adaptent au mode de fonctionnement des personnes autistes.
Il faudrait bien sûr plus de recherches sur le sujet, avec des échantillons de population plus larges, plus importants, pour confirmer ou infirmer ce postulat. En sortant de cette vision pathologisante et déficitaire de l'autisme, on peut fournir une description plus précise du fonctionnement de la personne, en décrivant ses forces, en décrivant les domaines spécifiques dans lesquels la personne autiste peut bénéficier d'un soutien pour améliorer sa qualité de vie. Attention cependant, ces aides ne doivent pas chercher à normaliser la personne autiste. En premier lieu, il convient d'améliorer les connaissances de l'entourage de la personne autiste en proposant par exemple des formations sur le fonctionnement autistique. Il faut aménager l'environnement, sensoriel notamment, pour le rendre plus inclusif et accueillant et éventuellement, si besoin, trouver des modes de communication alternatifs. Cela permettrait de mieux comprendre et de mieux répondre aux besoins des autistes dans leur individualité propre, sans les dévaloriser par rapport aux alistes. Quand j'ai commencé à parler de mon autisme autour de moi, les personnes qui ne remettaient pas en question mon diagnostic m'ont souvent dit de ne pas m'enfermer dans une case, de ne pas me réfugier derrière une étiquette. Ma sœur m'a dit par exemple, peu importe l'étiquette que tu portes, pour moi, tu es toi. Tu n'es pas comme tout le monde, tu n'es pas parfaite, mais tu es ma sœur, et ça me va. Elle est mignonne, ma sœur. Je m'appelle Savannah, et je suis autiste. Je ne suis pas que ça, évidemment. Je suis une maman, une fille, une femme, une sœur, et bien d'autres choses encore. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne souffre pas d'autisme. Je souffre en revanche du regard que les autres portent sur l'autisme. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, si vous voulez m'aider, soutenir mon travail et sensibiliser des gens autour de vous, n'hésitez pas à partager le contenu, commenter, liker. C'est nul, j'aime pas faire ça. Bon, tant pis.